bienvenue dans le quatrième épisode de Comment théoriser l'absurde. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec moi-même et Sacha Raoult pour, pour faire un épisode sur comment employer l'histoire de la pensée pour penser, donc au mieux, et comment évaluer les contributions tant théoriques qu'appliquées, etc., etc. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. Allez, bon, c'est parti. Alors, un des premiers trucs dont on va parler toi et moi, c'est quand quelqu'un s'intéresse à la recherche et qui veut lire des trucs et puis il sait pas quoi lire évidemment. Donc c'est un des points de départ, c'est que on essaie de faire des listes de lecture pour les gens quand ils veulent commencer de la recherche et dire voilà, faut lire telle chose dans tel ordre, etc. Et ces listes de lecture, elles sont toujours compliquées à faire parce que il y a pas énormément de lectures qu'on peut conseiller universellement. Il y en a quelques-unes, mais sinon ça dépend vraiment toujours beaucoup de la personne, d'où tu pars pour aller où, de ce qui t'intéresse, etc. Et je parle là des lectures très générales qui ont à voir avec l'épistémologie, la philosophie de la connaissance, la méthodologie, tous ces trucs-là. Je parle pas évidemment de listes de lecture sur un objet donné. Et une des choses qui est intéressante, c'est de réfléchir au rapport qu'on doit avoir à l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que on a l'habitude de présenter beaucoup de cours sous la forme d'histoire de la pensée, tu vois, d'histoire des idées politiques, histoire de ceci, histoire de cela. Histoire de la criminologie. Histoire de la criminologie, ouais, Ok, c'est ouais, ça, ouais. Ouais. Et donc du coup, il faut qu'on ait une base, j'ai l'impression en fait, de quel que soit le domaine qu'on emploie, il faut qu'on ait une base sur déjà c'est quoi la chronologie en gros des idées Ok. dans ce domaine-là. Ouais. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui en fait de comment on doit se servir de cette chronologie pour savoir quoi lire, savoir comment comprendre ce qu'on lit en fait. Ok. Et puis en fait pour développer une deuxième couche aussi en fait de réflexion, c'est-à-dire que il y a dans l'histoire de la pensée, il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes au premier degré parce que c'est dépassé au sens où tu vois il y a des gens sont allés plus loin quoi. Ok. Et donc il n'y a plus besoin de trucs. Mais en revanche, si tu t'intéresses juste au processus, de comment un bonhomme en est arrivé à dire ça dans tel moment, Ok. ça crée une couche supplémentaire qui t'aide à comprendre la forme, la structure des débats actuels aussi, tu vois. À quel type de problème il répond, même si ce problème s'est déjà posé, mais là c'est sous une autre forme. Parce que ça sera dépassé C'est ça aussi, en Ouais, fait. ouais, Voilà, tu vois. Ok, j'ai Et donc compris. du coup, ça permet de comprendre ce qui fait que les choses sont dépassées et à Ok, quelle donc vitesse elles comprendre sont. les caractéristiques communes à des débats qui se reproduisent et en même temps leur singularité selon la structure Ouais. de l'époque, du temps, c'est ça? C'est ça. Dans Et lesquels donc ils quand tu s'insèrent. lis des choses, Ok, ouais. tu peux les lire soit pour elles-mêmes, genre je veux que ça m'aide à comprendre un problème, Ok. d'accord, ou alors tu peux les lire juste pour comprendre la structure du débat. Et là, ça ne sert à rien en soi, Ouais. mais ça t'aidera à comprendre la structure du débat dans lequel tu es maintenant, en fait, tu vois. Et donc, je sais pas, par exemple, je me rappelle avoir lu quand j'étais en fac de philo un débat entre Leibniz et Malebranche qui m'avait l'air d'avoir mais aucun intérêt, vraiment, pour comprendre des trucs actuels. Peut-être qu'il y en avait, mais moi je trouvais qu'il y avait vraiment aucun intérêt. Et en philo, il y a beaucoup de philosophes où, quand tu as lu les 3-4 derniers grands philosophes, ceux-là, tu comprends pas vraiment ce à quoi ils servent, quoi. Si ce n'est que, en revanche, de comprendre genre, la structure des questions qui se posaient, où ils en venaient, pourquoi il y avait des choses qui leur paraissaient évidentes, qui ne te paraissent pas évidentes à toi maintenant, comment on les a dépassées après. Bah ça t'aide à comprendre les faiblesses et les forces des arguments que tu entends maintenant. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, Par ouais. exemple, moi je trouve que c'est très important de lire Platon, très important de lire quelques ouvrages de Platon. Et souvent, si les gens ne cherchent qu'une connaissance au premier degré chez Platon, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi ils le lisent, parce qu'ils peuvent pas comprendre ce que ça leur apporte à eux, en disant mais moi, mais Platon ne me fait pas comprendre quelque chose, tu vois. Et la question, ça dépend sur quel sujet, mais il y a des sujets où c'est vrai que ça a été tellement dépassé, c'est-à-dire qu'on a tellement avancé qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre au premier degré, mais il y a beaucoup à apprendre à la structure du débat. Voilà. Et à comment on retrouve les mêmes structures maintenant. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça déjà? Ouais, ouais, C'est super. un bon début. Donc, Ouais. par exemple, comment les premiers questionnements sont venus en philosophie, genre sur qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que le mouvement.
Ouais, Est-ce qu'on se baigne toujours dans le même fleuve ou est-ce que c'est jamais le même, ce genre de truc. Ouais, Ouais, par parce que là, moi exemple. aussi, ça m'a aidé vachement à comprendre. Hein. Parce que tu retrouves toujours ces mêmes questionnements. Ouais, donc le Hein. truc, Et c'est donc, qu'il y a beaucoup de il y a une questionnements qu'on structure, retrouve. ouais, c'est Ouais. ça. Il y a une structure de questionnement un peu. Ouais, il y a une structure de questionnement, il y a des questionnements qu'on retrouve, et il y a souvent genre des... donc souvent on présente l'histoire de la pensée comme articulée autour de camps, tu vois. On dit, tiens, il y a tel Ouais. camp, et puis en face il y a tel camp, et puis après il y a tel camp qui revient, et après il y a encore tel camp qui revient. Et, euh, et c'est bizarre de présenter ça comme ça parce que ça donne l'impression, genre aux étudiants par exemple, que c'est comme genre des partis politiques ou des équipes de foot, ou tu vois c'est bizarre, genre t'es de quel camp toi, tu vois. Ce qui est bizarre puisque le principe de la philosophie ou de la science, enfin de la recherche de la vérité, c'est qu'on en cherche une, tu vois, et donc qui est pas, tu vois, c'est pas très bizarre qu'il y ait des camps, enfin ça paraît étrange. Et si tu comprends pas ça comme étant des camps, mais comme étant plutôt en fait c'est l'axe autour duquel se fait le dialogue. Hmm. C'est-à-dire que du coup, il y a un moment où on dit quelque chose et il y a un moment où on dit que vous êtes allé trop d'un côté sur cet axe. Donc du coup, il y a des gens qui pointent qu'il y a qu'on est allé trop d'un côté, il faut aller de l'autre côté. Et puis ensuite, oui, mais quand vous allez trop de ce côté-là, après, il y a des arguments qui vous incitent à revenir en fait à celui où on était. Et ça montre, si je vois plus ça comme ça fait plus sens. Tu vois, tu te dis en fait, c'est plus qu'il y a sur la question que tu posais, par exemple, l'unité de l'être. Tu vois, est-ce qu'un fleuve existe? Est-ce qu'il existe une chose telle qu'un fleuve? Ou est-ce que non, comme disait Héraclite, on se baigne pas deux fois dans le même fleuve, donc le fleuve n'existe pas en fait, d'accord? Ben, ça, donc c'est en gros, c'est une question de l'unité des êtres, quoi. Et donc, et la possibilité de la connaissance du coup. Parce que si le fleuve n'existe pas, alors à ce moment-là, on peut pas connaître le fleuve, tu vois. Et ben ça, en fait, c'est un exemple d'axe, et en fait, c'est des problèmes donnés vont faire réémerger l'importance de cet axe. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, bah regardez, vous commettez une erreur parce que vous n'êtes pas rendu compte que l'être n'était pas aussi unifié que vous croyez. Ou inversement, tu vois. Donc c'est plutôt c'est une sorte d'heuristique plutôt des types d'erreurs que peuvent commettre les gens. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un des exemples, ouais, de pourquoi l'histoire... C'est aussi important l'histoire de la pensée parce que ça montre comment c'est tout le truc de l'épistémé, et puis avec toutes ces notions qu'on a au XXe siècle, on a paradigme, on a programme de recherche, on a toutes ces notions qui sont en fait des notions qui consistent à dire que quand les gens parlent, ils tiennent des choses pour évidentes et d'autres ils les tiennent pas pour évidentes. Et ça, l'histoire de la pensée, ça aide vachement à lire que Adam Smith tient certaines choses pour évidentes, qui sont plus évidentes après Marx par exemple. Ouais. Ouais, ça me fait penser que c'est un truc que j'ai lu récemment, hein, donc tu me diras ce que t'en penses. Mais Gabriel Tard il dit que c'est normal que la structure, que ce soit le même genre de questions qui se posent en philosophie ou dans l'ontologie, donc la question de l'essence des choses, etc. Parce qu'il dit en gros, notre cerveau il fonctionne en fait comme s'il s'imprimait, tu vois, des sensations qu'il retrouve partout. Et donc en fait, c'est juste, il observe dans la nature des structures et son cerveau, par homologie structurale, il reproduit ces structures et il se pose ces questions de la manière dont les structures il les a vues, tu vois. Et donc de tout temps, quand on observe la nature et on se pose des questions sur l'essence des choses, on est amené à se poser le même genre de questions, mais sous des termes sémantiques différents, parce que comme on l'a dit dans le podcast précédent, d'une épistème à une autre, les mots évoluent, le sens qu'on leur donne évolue, et puis Parce que la pensée la est structure, l'image logique voilà. des faits. Ouais, c'est ça. Pour prendre C'est ça. Wittgenstein, ouais, Ouais, la pensée et est l'image logique voilà. des faits. C'est pas le monde existe. Ouais. Et donc du coup, Voilà. on est amené à le penser, souvent avec des façons régulièrement. Il faut toujours articuler. Il y a toujours. Pareil, un des grands axes, c'est celui sur lequel on avait commencé le premier épisode, c'est que faut toujours articuler le fait qu'on parle bien de quelque chose qui existe, mais que c'est évidemment nous qui en parlons. Et donc du coup, il y a toujours une partie qui change et une partie qui doit rester. Ouais. Et ce qui doit rester, ça doit avoir à voir avec la structure logique. Tu vois. Ouais, très bien. Alors, moi, l'auteur qui m'a le plus aidé à comprendre l'histoire de la pensée, c'est Andrew Abbott, avec un livre qui s'appelle Le chaos des disciplines. Il n'y a que le premier chapitre du livre qui a été traduit en français, le reste c'était que en anglais. Et je voulais parler de ce livre un peu. Andrew Abbott, donc dans le chaos des disciplines, fait une histoire des sciences humaines et sociales en général, à partir de la notion de fractal. D'accord ? Une fractale, c'est une forme qui se répète aux échelles inférieures. C'est-à-dire que ça veut dire que le microcosme a la même forme que
le cosmos dans lequel il est. Tu vois, Ok, en gros, ouais, ouais. c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est qu'à chaque échelle, tu vas voir se répéter la même forme. Et donc, Prends un exemple, parce que je c'est crois que le peut-être un peu flocon de abstrait, neige, là. je crois que le flocon de neige, par exemple, si tu zoomes sur un flocon de neige, tu vas avoir le même genre de forme À à l'intérieur. l'intérieur Ouais, que ouais. ce que tu vois à Ouais. l'extérieur, tu vois. Les cristaux, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et donc du coup, là, la façon que ce que lui fait, c'est qu'il dit voilà, quand on a des questions en fait dans sciences humaines et sociales, qu'on a un objet, on a une question, et ben ce qu'on va trouver, c'est qu'on va trouver une grande dichotomie au départ. Donc par exemple, est-ce que vous pensez que les choix, est-ce que vous pensez que pour comprendre l'action humaine, il faut réfléchir au choix ou il faut réfléchir à la contrainte, à ce qui contraint le choix, d'accord? Et ben là, vous pouvez dire que grosso modo, vous avez quelque chose qui va diviser les économistes d'un côté et les sociologues de l'autre, d'accord? Et puis ensuite, à l'intérieur des sociologues, et ben, vous pouvez voir que très vite, il va se répéter un débat qui va être similaire, qui va avoir la même forme, entre une sociologie plutôt holiste et une sociologie plutôt individualiste. Et la sociologie holiste, elle va mettre davantage l'accent sur la contrainte, et la sociologie individualiste, elle va mettre davantage l'accent sur le choix. Du côté des économistes, vous allez avoir la même chose qui va se reproduire entre les macroéconomies et la microéconomie, qui va être du coup une macroéconomie qui met davantage le choix sur l'accent sur les contraintes et une microéconomie qui met davantage l'accent sur le choix. Et à l'intérieur de la microéconomie, vous allez avoir les classiques et puis les Autrichiens. Les Autrichiens sont encore plus sur le choix, et les classiques, et donc quand même, faut pas exagérer. Et à chaque fois, en fait, ce qui fait que, donc du coup, il dessine ces arbres comme ça, qui sont très beaux, qui sont des façons simplifiées de montrer l'histoire de la pensée dans un domaine, et on fait plein, pour plein de domaines différents, pour la sociologie historique, et l'histoire sociale, pour machin, donc il fait tous ces arbres, et ce qu'il montre, ces arbres montrent plein de choses. Il montre déjà que, lui ce qu'il dit d'ailleurs, c'est soit dit en passant, il a une très belle phrase, il dit si vous prenez 100 chercheurs, et vous les mettez dans une pièce, et ben vous pourrez tous les diviser, en fait, prenez n'importe quelle dichotomie, et vous pourrez les diviser les uns après les autres. C'est on pourrait dire d'abord, allez à un premier niveau, on va mettre d'un côté tous les réalistes, et de l'autre côté tous les nominalistes, et là vous allez avoir, je sais pas, 40 et 60, et puis après, dans les 60 que vous avez, on dit maintenant, dans ceux-là, on va regarder tous ceux qui sont les plus réalistes et les plus... Et ça répète le truc, tu vois, jusqu'à ce qu'il dit à la fin, toutes les positions sont uniques, en quelque sorte, dans son point de vue, tu vois. C'est très joli de présenter les choses comme ça. Et du coup, ce que ça permet de comprendre, c'est de comprendre le rôle que joue cette dichotomie, en fait. Tu vois, où ces camps-là. C'est pas des vrais camps, au sens où sur 1000 ans, il y a deux camps. C'est en fait, régulièrement, à chaque génération, toutes les 2 générations, machin, il se produit des schismes, ou des cassures, ou des débats autour de toujours le même genre de questions. D'opposition. Ouais, mais sur un autre problème, en fait. Ouais. Où lui, il dit sur une autre échelle. Ou Ouais. sur, tu vois, Ouais. donc maintenant qu'on a admis, ok, on veut bien admettre que c'est le choix sur telle question et le choix sur telle autre, mais à ce niveau-là, maintenant, c'est la contrainte, tu vois. Ou on veut bien dire que c'est le social, mais maintenant, c'est le biologique, d'accord. Et, tu vois, et donc ça, pareil, hein, le domaine qu'avait étudié Julien Larègle, la criminologie biosociale, tu vois, biosociale, ce qu'ils disent, c'est, ok, on peut bien être des sociologues sur un premier volet, mais on est des biologistes sur un deuxième volet, tu vois, et donc on n'est pas la même chose que les sociobiologistes qui sont de l'autre côté, tu vois le truc ou pas? Ouais. Et il donc, disait d'ailleurs, dans la sociologie, il y a des courants donc fractalisés qui sont genre beaucoup plus proches des biologistes qu'ils ne le sont des gens qui sont dans la sociologie. exactement. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est quand même assez marrant de voir que des contradictions qui font qu'il y a ces schismes-là, font que finalement des gens relèvent plus nécessairement d'une communauté, enfin pas d'intérêt, mais de manière de penser, de leur discipline, mais davantage d'une autre discipline. Donc ça a Ils sont plus trop de exclus sens. dans leur discipline. C'est ça, Ouais. cette division du travail. C'était quoi le mot que tu m'avais dit pour, tu sais, quand c'est disciplinaire et institutionnel. Voilà, c'est qu'on comprend que le cadre institutionnel, des fois, il permet pas de bien comprendre non plus les positions des gens, etc. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un très beau travail fait, et ça permet de comprendre plein de choses. En fait, une fois que tu as compris, une fois que tu as vu ces graphiques, plein de questions, tu les vois très différemment. Ça permet de donner une vision simplifiée, en fait, très vite de comment les débats évoluent, quoi. Et donc, du coup, sur quoi tu peux imaginer tout de suite, quand il y a une branche qui n'a pas encore été comblée, tu peux tout de suite imaginer ce que pourrait être un problème, tu vois. Et tu peux très bien imaginer comment vont évoluer les choses. Donc les économistes, moi ça m'a beaucoup intéressé, il s'est pas mal intéressé à l'histoire des économistes, Andrew Abbott et moi aussi, tu vois. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé son analyse, c'est-à-dire que les économistes, ils ont, et parfois avec 2 ou 3 générations de décalage, dans des débats qu'avaient eu les sociologues avant, mais qui apparaissaient sur leur branche plus tard, quoi, tu vois. Et donc du coup,
Parce que le débat, en fait, il va revenir parce qu'il vient justement de la nature, en fait, parce qu'il vient pas des idées, tu vois. Et donc, comme on disait au début de la discussion, comme il vient de la nature, et que l'action humaine, par exemple, elle est rationnelle, mais cette rationalité est limitée. Et donc, du coup, tu peux insister sur la rationalité ou tu peux insister sur les limites. Mais quel que soit le chemin que tu prends, tu vas toujours être amené à te reposer cette question-là. Et ensuite, le dernier truc qui est sympa, c'est que du coup, il te permet de comprendre ce que c'est qu'être radical. Tu vois, être radical, c'est prendre toujours le même choix tout le long. Hein, et donc il te montre ce que c'est qu'une position radicale en fait dans la science, tu vois. Voilà, et ça c'est très très cool aussi. Donc il y a beaucoup de choses, et il fait 20 pages ce chapitre tu vois, le premier chapitre de Chaos of Disciplines, il fait 20 pages, et il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Et du coup ça permet de comprendre finalement que à partir du moment où on a compris les grandes positions, donc par exemple comme on l'avait présenté dans le premier épisode, réaliste, nominaliste, et ben on peut faire l'économie d'un certain nombre de lectures qui vont juste adopter cette position sans le savoir, parce qu'ils ne sont pas remontés en haut des positions fondamentales, quoi, en philosophie des sciences par exemple, sur certains objets. On peut déjà faire l'économie de ces choses-là, parce que à partir du moment où on a compris la grande position nominaliste ou réaliste, sur l'objet, on peut... tu peux tout à fait t'imaginer, tu peux te représenter en fait tous les gens qui ont écrit sur le truc, tu peux te les imaginer à différents endroits des branches, et tu peux dire écoute, moi je suis en train de prendre ce chemin par là, et donc ceux qui sont là ça m'intéresse pas. Tu comprends pourquoi par exemple il y a des gens qui pensent que Proudhon et Marx c'est pareil. Et pour les marxistes, c'est évidemment pas du tout pareil, c'est genre des frères ennemis, tu vois. Mais tu comprends en fait comment, dans ce schéma-là, c'est vrai que c'est pareil, d'un certain point de vue. Ils ont pris le chemin, là, à un moment, que d'autres ne prennent pas. Et pour ceux qui prennent ce chemin-là, alors à ce moment-là, au bout de quelques fractures, quoi, il y a un moment où, en effet, Marx et Proudhon, c'est pas du tout pareil. Et donc là, tu comprends très bien le truc de dire c'est tout le même genre de légumes, comment dire. C'est de là où je suis, en fait. On se représente mieux de là où je suis, sur la branche sur laquelle je suis. Tout ça, pour moi, c'est tout pareil. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui sont en train de suivre un programme de recherche, sur un chemin, en fait, que moi, je ne suis pas. Et on peut retracer à quel moment, en fait, à quel questionnement il y a eu la fracture. Ce qui ne veut pas dire que c'est inintéressant, d'ailleurs. Parce que ça peut être de là, justement, que vont venir des fractures qu'on va avoir dans la branche dans laquelle on est, nous. Voilà. Mais ça permet d'avoir une meilleure idée, de moi, par exemple, je vois très bien, tu vois quelque chose qu'on te dit qui est intéressant pour toi, et tu peux lire et tu lis les 4 premières lignes, tu dis non, je sais que c'est pas intéressant pour moi parce que je pense que lui il tient pour acquis des choses que moi je considère comme incorrectes dans mon domaine. Et donc du coup, finalement, tu vois tout de suite que t'as pas besoin de le lire parce que un des grandes questions qu'on a, c'est qu'on a un temps limité pour le lire. Et que du coup, on peut pas tout lire. Et ça c'est très important parce que je sais que souvent ça vexe les gens quand je dis ça, il y a pas besoin de lire ça. Mais c'est parce que moi évidemment j'aimerais tout pouvoir lire et dire genre faut tout lire, d'accord. Mais la question n'est pas là, c'est si tu peux lire 100 bouquins, tu peux pas lire n'importe lesquels dans n'importe quel ordre, quoi. Donc finalement l'intérêt de ce premier truc là dont on a parlé, c'est optimiser en fait son temps de lecture. C'est ça. Ça c'est un. Et de deux, on pourrait dire que finalement le conseil synthétique qu'on en tire, c'est que selon le degré de généralité avec lequel on va procéder dans sa recherche, et ben on va pas avoir un intérêt tout particulier à lire les petites distinctions, les plus petites fractales, tu vois, les petites reproductions d'opposition. Mais ça va avoir un intérêt si on fait un travail de fourmi, par exemple. Tout à fait. Si l'objet de la recherche, c'est de retracer toutes les positions relativement à un objet depuis genre 80 ans dans la sociologie, là ça peut avoir un intérêt de retracer ces processus-là. Mais si c'est juste s'intéresser aux grandes idées, tu vois, ça dépend du degré de généralité de la recherche aussi. Et ça dépend aussi de à qui on s'adresse, voilà. Plein de choses. C'est important un truc qui est important avec ça, c'est d'arriver à avoir conscience de quelles sont ces étiquettes, en gros, tu vois. C'est-à-dire que en gros, du coup, ça vous permet de voir, regarde, matérialiste, idéaliste, on en prend un peu d'autres, des dichotomies, tu vois. Matérialiste, idéaliste. Est-ce que je pense que ce qui est le plus important, c'est les rapports de force matériels, ou est-ce que je pense que le plus important, c'est les idées? Donc il y a deux positions radicales, c'est que les idées, ou c'est que le matériel. Et là, maintenant, Abbott, toi, te fait voir qu'en fait, il y a très peu de gens, sans doute, qui ont que des positions aussi radicales. Voilà. Mais qu'en revanche, tu peux très bien te représenter une histoire de la pensée où ce choix s'est posé plusieurs fois et où des branches ont été construites plusieurs fois, tu vois. Et donc, du coup, ça permet que quand tu te prends une idée donnée sur laquelle tu as envie de travailler,
tu peux dire c'est qui les gens actuellement dont je me sens le plus proche. Et ensuite, ces gens-là, tu peux voir comment leur questionnement à eux vient d'une sorte de cascade de réponses qui ont été apportées à des problèmes qui, au final, sont toujours été autour de ce problème-là. Tu vois. Ça permet aussi de comprendre, du coup, je viens d'y penser là, pourquoi les gens se comprennent pas aussi. Parce que beaucoup de fois, ils tiennent pour acquis des choses, et en fait, les choses qu'ils reprochent aux autres de faire sont juste des choses que les autres tiennent pas pour acquis, et ça fait un espèce de débat de sourds, en fait. Ou par exemple, Durkheim et Tard, c'est un bon exemple. Donc Durkheim, il est du coup plutôt matérialiste, et il fait toute sa métaphore, il l'a construit sur l'idée que le milieu, enfin, le monde social, c'est un organisme vivant, et donc il dit que la chose qu'il faut le mieux comprendre, donc il est très darwiniste. La chose qui est importante, c'est de comprendre comment le milieu, en fait, et les ressources qui sont dans le milieu, et la condensation de la population qui est dans le milieu, selon les ressources, et ça va faire éclater, en fait, le milieu en degré d'hétérogénéité de plus en plus grand, et donc, du coup, les gens les plus faibles vont adopter d'autres fonctions pour pouvoir survivre, parce qu'ils ne peuvent pas faire la même chose que les plus forts, parce que les ressources, elles sont limitées, et il y a de plus en plus de gens dans un milieu, etc. Et donc ça, lui, il met l'accent, par exemple, il est matérialiste. Il dit ça vient de l'infrastructure, des conditions matérielles d'existence en premier pour comprendre le milieu social. Et Tard, il dit l'inverse en fait. Il dit c'est les courants d'idées le plus important et c'est la manière dont les courants d'idées se propagent et il fait tout son truc comme ça. Et les deux, quand on lit les papiers, donc Durkheim il écrit contre Tard et Tard il écrit contre Durkheim et on voit que les deux en fait ils se répondent mais sans jamais se comprendre. Mais en fait, quand on comprendrait pas en fait si on n'avait pas cette grille de lecture dont on vient de parler où en fait c'est des grandes oppositions et chacun peut pas comprendre en fait qu'à quel point l'autre il est loin de son état de choses. À part au moment donné où il y a genre les textes fondamentaux où il y a vraiment le débat, tu vois, Ouais, le là au tout début là. tu vois, voilà. Ouais. Et ça qui est vraiment cool, Ouais. du coup, et là où tu vois pareil, le rôle de l'histoire de la pensée. Tu vois, d'essayer de trouver, donc par exemple Arnaud, tu vois, un des premiers livres que je lui ai dit de lire, c'est L'idéologie allemande. Ouais. De Marx. Et à l'époque, il m'avait dit, je comprends pas trop l'intérêt, alors que maintenant, il dit, non, je comprends l'intérêt du truc. Parce que tu vois, il faut avoir à comprendre exactement. Faut le truc du départ quoi. Faut savoir à qui s'adresser exactement, tu vois. Mais l'idéologie allemande, c'est un texte de jeunesse de Marx et Engels, où en fait, il attaque la position de Hegel, c'est l'idéalisme contre matérialisme, quoi. En gros, voilà, il propose la position matérialiste contre la position idéaliste. C'est un des premiers textes, en fait, qui dit ça. Et donc, du coup, dans la modernité, tu vois. Et donc du coup, là tu vois bien genre le genre d'arguments qui a été donné et comment ces arguments sont très radicaux, tu vois. Et donc tu vois bien comment tu pourrais le suivre jusqu'à, tu vois, un truc, mais comment tu peux juste en servir pour faire un pivot à un moment donné pour quelqu'un qui allait trop loin. Et tu vois, et donc déradicaliser voilà, le truc et créer un truc moins enfin il y a moins de confrontation vu que t'es plus pris dans ce grand conflit d'intérêts où t'es sur le devant d'une scène et où t'as un intérêt fort. C'est pas du tout la même chose, voilà. Et nous, ce qu'on veut à la fin, c'est juste se comprendre c'est quoi les meilleurs outils pour faire les meilleures théories, en gros. Et donc du coup, tous ces axes, ils nous donnent des heuristiques, en fait. Comprendre nous nommer pas que parfois il y a des choses à regarder de ce côté-là, mais aussi sache qu'il y a des faiblesses quand on regarde de ce côté-là qui ont été soulevées. Tu vois, c'est ce genre de truc là. Donc c'est vraiment pour moi l'histoire de la pensée. Il y a ce texte d'Andrew Abbott, il aide beaucoup à la comprendre et à comprendre à quoi elle sert, quoi. Parce que lui-même s'est servi l'histoire de la pensée pour dessiner une sorte de structure des débats comme ça. Et même des structures internes de débats, hein. C'est-à-dire que même il prend dans un seul débat, on peut retrouver ces fractales comme ça qui apparaissent, tu vois. Où l'un concède un truc et ça devient de moins en moins radical, machin, exactement. C'est cool. Et où pareil, où il va te montrer un truc, c'est qu'il te montre les critiques récurrentes. Par exemple, les critiques de l'acteur rationnel sont toujours les mêmes. Et donc, du coup, on pourra toujours te retrouver à différentes échelles, tu vois. Les critiques du matérialisme sont toujours les mêmes. Et du coup, tu les retrouveras, donc tu pourras les retrouver sur n'importe quelle question, n'importe quelle échelle, tu retrouveras le même genre, en gros, boîte à outils de critiques, tu vois. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir que genre sur un siècle et demi, des gens vont ressortir en fait des mêmes 3-4 critiques qui sont toujours les mêmes critiques qu'on donne contre un genre de position, et il y a toujours les 3 mêmes critiques en face aussi. Et voilà, tout ça aide beaucoup à soi-même se positionner. Et soi-même, il faut jamais oublier que le plus important, c'est de trouver l'approche qui est le plus appropriée à l'objet. Voilà. Ça, c'est vraiment ça qui est le truc le plus important. Faut pas quand on se définit, je disais tout à l'heure, il faut arriver à trouver quelles sont ces étiquettes, mais ces étiquettes, c'est pas pour se définir soi-même, hein, c'est pour définir son rapport à l'objet. Sur l'étiquette, si voilà, moi je suis matérialiste pour analyser ça.
C'est comme ça qu'il Ouais, faut se pas s'y étiquette comme un parti Faut pas se politique. positionner dans Non, l'absolu. non, pas comme, sens. ça n'a pas de sens, Voilà. pas comme un parti politique. Ouais, très bien. Mais comme dire, voilà, non, moi je suis rationaliste quand il s'agit d'analyser ça. Très bien. C'est ce que je trouve qui est le plus approprié actuellement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et- Ouais, parce qu'il faut pas. C'est Marx qui dit ça, il dit faut pas confondre la logique des choses et les choses de la logique. Parce qu'en gros, chaque chose a sa logique. Et donc, par exemple, ce serait logique rationaliste sur cette chose, ce serait logique d'être matérialiste sur cette chose. ouais. C'est une bonne phrase, ça. Ouais, veut ouais, bien, c'est pas ça mal. va faire, Ouais, ça. Et donc en fait, finalement, il y a deux grands trucs, c'est ça. Si je fais la synthèse, Vas-y. c'est donc comprendre les grands positionnements à la base et qui se reproduisent puisque c'est toujours ce même genre de critique que l'un va faire à l'autre, c'est toujours ce même genre de questionnement qui va revenir. Donc par exemple réaliste nominaliste, matérialiste idéaliste, ce genre de grands trucs là, grande dichotomie dans la pensée. Et idéaliste machin, idéaliste ou plutôt du côté du matérialiste comme Marx et Hegel là. Ouais. Et le deuxième truc, c'est comprendre sous quel genre d'expression ou de mots les gens y cachent ce genre d'idées. Parce que en gros, quand tu veux comprendre un chant à une époque donnée, et donc que tu veux faire ce travail de lecture où t'épluches un peu là, les idées que les uns balancent aux autres, et que c'est pas nécessairement la première grande contradiction, donc par exemple pas le truc paradigmatique Hegel-Marx, mais que t'es de genre, imaginons 100 ans plus tard, aujourd'hui, on a une contradiction de ce genre-là, et ben les gens utilisent pas les mots du début. À part les grandes expressions phares, là, ils utilisent pas les mots du début. Et donc, il faut faire ce travail de genre recomprendre sémantiquement comment ils s'affrontent en utilisant pour bien comprendre que derrière, c'est des positionnements aussi qui se reproduisent. Donc, c'est ces deux trucs-là, si je t'ai bien suivi. Ouais, c'est très très bien. Ok, cool. Et parfois c'est genre juste juste invisible. Hein. Ouais. La criminologie c'est un bon exemple parce que criminologie Ok. en gros c'est vraiment l'individu le social en gros, l'individu anormal d'un côté et le contexte social criminogène de l'autre côté, tu vois, c'est vraiment les deux gros trucs. Ouais. Et ça tu vas le voir, enfin tu vas le voir reproduit plein de fois, mais plein de fois sous des gens qui vont même pas le dire en fait, tu vois. Enfin, c'est très Sous des formes différentes. Ouais, par exemple, je sais qu'il y a une revue, un journal aux États-Unis qui s'appelle le Journal de criminologie quantitative. Ok. C'est sous ce terme-là, tu te rends pas compte que c'est un truc qui est très axé sur l'individuel, tu vois, par exemple. Ok, d'accord. Voilà, ouais, voilà, tu vois, Putain. c'est pas tellement des sociologues du coup dedans, Ok, tu vois, machin, mais tu te rends pas compte sous le Ah, titre. c'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant, ouais. Dreams are my reality. The only